Là. L'enregistrement est en cours. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, Donc, super. tu peux te présenter et partager ton écran pour commencer ton D'accord. allocution. Merci. Ok, merci à toi. Ok, donc, je m'appelle Mafoya Elia Bissola Adjobo. Je suis d'origine béninoise. Attendez. Vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit ton Ok, écran. super, super. Donc, je m'appelle Mafoya Elia Bissola Adjobo. Je suis d'origine béninoise. Donc, euh, j'ai été diplômé de l'ESMT l'année passée en octobre 2024. J'ai fait le cycle ingénieur en ingénierie des données et intelligence artificielle. Donc actuellement, je suis développeur web. Je travaille avec du PHP et du Django. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de N8N. Le thème est créer un agent IA avec N8N, automatisation intelligente pour tous. Donc, nous allons d'abord poser un peu le contexte. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'un agent IA. Nous parlerons des plateformes d'automatisation. Nous expliquerons les avantages de N8N. Nous verrons l'anatomie d'un workflow avec N8N, quelques cas d'usage, qu'est-ce que l'IA apporte à l'automatisation. Et ensuite, nous verrons comment installer et une petite démo de N8N. OK. Donc, depuis de 2023 à 2025, il y a une explosion des LLM. Je vais presque dire chaque semaine, on entend de nouvelles choses. Soit quelqu'un a sorti une nouvelle version ou bien améliorer les fonctionnalités. Donc, on a eu Claude, on a eu ChatGPT, on a Copilot. Je pense qu'en 2023, il y a ceux de Google qui ont sorti Bard et Gemini la même année. On a DeepSeek, Perplexity et plein d'autres. Donc, cette multiplication des outils a conduit à une démocratisation de l'utilisation des LLM. Donc, avant, c'était juste des labos de recherche-développement. Maintenant, c'est des utilisateurs quotidiens, des étudiants, des freelanceurs, des particuliers et plein d'autres profils. Donc, cela conduit à une adoption massive. Quand ChatGPT a commencé, je pense que, bon, il a vraiment été grand public. Je pense qu'on était qu'ils ont lancé ça en fin décembre 2022, je pense. Donc, en à peine 2 mois, on a eu un record historique, plus de 100 millions d'utilisateurs. Et on a remarqué que les chatbots étaient maintenant intégrés à presque tous les outils, que ce soit Office, Notion, GitHub, etc. Donc, cela a créé de nouveaux besoins. On a maintenant passé de simples chatbots réactifs à de vrais assistants qui sont capables de prendre des décisions eux-mêmes, de gérer un agenda, des tâches, etc. OK. Donc, excusez-moi. OK. Donc, je disais, entre mars 2024 et mars 2025, selon Google Trends, il y a une évolution de plus de 900% du nombre de recherches qui concerne juste AI agents. C'est-à-dire le terme est de plus en plus populaire, plus de gens s'intéressent à ça. Ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'un agent IA. Donc, bon, quand j'ai vu le chiffre tout à l'heure, je me suis dit, OK, qu'est-ce que les gens voient quand ils cherchent sur Google, qu'est-ce qu'un agent IA? Alors, la réponse de Google, c'est un agent IA est un logiciel qui utilise l'IA pour effectuer des tâches de manière autonome, en fonction d'objectifs définis par l'utilisateur. Il complète aussi en disant, contrairement à des outils plus simples comme les chatbots, les agents IA peuvent agir de manière indépendante et s'adapter à des situations variées, en prenant des décisions, en apprenant leurs erreurs, en agissant avec leur environnement. Donc, bon, de tout ça, on peut résumer qu'un agent IA, c'est de la perception associée au raisonnement, plus la capacité à effectuer des actions de manière autonome. Donc, les caractéristiques principales d'un agent IA. On peut parler de la perception, c'est-à-dire la capacité à recevoir. Par exemple, un agent IA
peut recevoir l'information sous forme de texte, forme de voix ou sous forme d'image. Par exemple, un cas d'utilisation, c'est analyser un email urgent, donc il reçoit le mail, c'est du texte. Bon, parfois, on peut avoir l'image aussi. Il analyse le mail, il détecte, il regarde le décret d'urgence ou bien interpréter une commande vocale. On a le raisonnement. L'analyse intelligente et puis de décision contextuelle via. Quand on parle d'agent IA, ce sont les LLM qui constituent le véritable cerveau. Ils permettent, comme je disais tout à l'heure, d'évaluer par exemple une priorité, de planifier, de mettre en place un plan d'action. Par exemple, s'il y a un problème A, le LLM est capable de dérouler ce problème-là en différents sous-problèmes et de planifier pour dire que, par exemple, s'il décompose en trois, il dit que d'abord on exécute ce sous-problème-là, ensuite ce sous-problème, ensuite celui-là. Elle a fait tout le problème. Il y a aussi l'action. Il peut l'exécution autonome dans le monde réel ou numérique. Par exemple, envoyer une réponse personnalisée par mail, Telegram, WhatsApp ou tout autre canal de communication. Programmer un rendez-vous ou déclencher une alerte. Il y a aussi les tools, les outils. Ce sont des outils externes qui permettent à l'agent d'étendre ses capacités. Par exemple, une API météo, les CRM, les moteurs de recherche, les plateformes d'automatisation comme N8N. Un cas d'utilisation des outils, c'est, bon, là, c'est déjà écrit, c'est la. Par exemple, aujourd'hui, si vous demandez à LLM, il fait température à la il ne sait pas. Parce que c'est entraîné sur des milliards de données, sur des jeux de données vraiment immenses. Il ne sait pas ce qui se passe à l'instant précis. Il sait ce qui s'est passé avant, il sait ce qui s'est passé jusqu'à ce que ces données, jusqu'à la dernière mise à jour de ces données, mais il ne sait pas ce qui se passe à l'instant T. Mais en faisant appel à une API qui fournit les données météo, là, il pourra avoir cette information-là et nous fournir une réponse. Donc, on va passer aux plateformes d'automatisation. Donc, dans un monde en pleine transformation digitale, les plateformes d'automatisation aident les entreprises à adopter de nouveaux flux de travail qui réduisent le temps de travail humain, améliorant la productivité et augmentent l'efficacité. Également de connecter facilement divers services et d'orchestrer des workflows, sans coder, les rendant accessibles à tous. En accélérant la transformation numérique de l'entreprise, elle génère dans la plupart des cas un retour sur investissement significatif. Donc, de nos jours, il y a plusieurs outils d'automatisation, mais les plus célèbres, ceux qui viennent le plus, on a par exemple Barden, Zapier, Make, N8N ou encore Mindful. Pour ma part, personnellement, j'ai d'abord entendu parler de Make pour sa capacité à intégrer des outils d'intelligence artificielle. Mais à l'époque, je ne m'étais pas vraiment penché sur la question jusqu'à ce que récemment N8N ne fasse vraiment le buzz. OK. Donc, pourquoi N8N pour les agents IA? OK. N8N offre plusieurs avantages. Tout d'abord, il est open source. Bon, dans une certaine mesure, il n'a pas de vendeur. Il y a une large communauté active. L'extensibilité. Avec N8N, on peut écrire du code JavaScript. On peut avoir des notes personnalisées. Et il y a aussi la possibilité d'écrire du code Python, mais ça, c'est encore en bêta. IA native, on peut intégrer OpenAI, Hugging Face, Anthropic et autres. La connectivité, elle est plus de 350 intégrations API, database, service. Le contrôle, tu peux choisir un hébergement local ou cloud. Si tu prends un hébergement local, tu auras tu auras des données privées plutôt. Tu auras plus de sécurité concernant l'utilisation des données. Quelques cas d'usage spécifiques, on a l'analyse de sentiments sur les retours clients, la génération de contenu contextuel, les décisions basées sur les données complexes ou encore la personnalisation en temps réel.
OK. Donc là, j'ai parlé de quelques avantages. Je vais parler des limites, de quelques limites. Donc, la performance et la scalabilité. N8N n'est pas conçu pour gérer des milliers de workflows complexes en même temps, en temps réel. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous le verrons, mais sur la version cloud de N8N, il y a un certain, en fonction de ce que tu payes, il y a un certain nombre de workflows que tu peux automatiser, qui peuvent être activés simultanément. Donc, tu ne peux pas avoir comme c'est écrit ici, des milliers de workflows qui vont s'exécuter simultanément. Il faut que tu prennes, si tu as des milliers de workflows, tu prennes une décision pour dire que celui-ci est prioritaire, celui-ci peut s'exécuter. Donc, l'exécution est séquentielle. Il n'y a pas de vrai parallélisme. Il y a les limitations de mémoire. Il y a aussi le rate limiting qui dépend des quotas des API externes. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des API pour avoir la météo. Donc, si l'API est limitée, ça va bloquer un moment au niveau de N8N. Le développement et la maintenance. De prime abord, N8N, c'est assez simple, mais quand tu veux aller dans des choses plus complexes, il faut que tu prennes le temps, que tu lises. Bon, c'est vrai, il y a une documentation assez fournie, mais ça peut être un peu compliqué. Le versionning limité, il n'y a pas de guide natif pour les workflows. Certaines API ne sont pas encore intégrées à N8N, par exemple l'API de TikTok ou de Figma. Et l'authentification complexe, le processus d'authentification peut être parfois complexe. Parce que pour pouvoir utiliser un outil dans N8N, il faut le connecter. Et pour le connecter, on va te demander de t'authentifier. Maintenant, chaque application a son processus d'authentification. Donc, ça peut être un peu complexe pour certains. OK. L'anatomie d'un workflow. Un workflow, c'est une séquence d'étapes automatisées qui permettent de traiter une tâche ou un processus en reliant plusieurs actions ou services entre eux. Donc, un workflow, c'est une suite d'étapes qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Par exemple, supposons que tu souhaites quitter le SMT pour aller à Sacré-Cœur en prenant le BRT. Donc, quelqu'un te dirait, par exemple, première étape, tu sors par la petite porte. Deuxième étape, tu arrives à la station du BRT. Troisième étape, tu payes un ticket qui s'arrête à Sacré-Cœur. Ensuite, il peut décomposer en disant, cinquième étape, tu scannes le ticket. Sixième étape, tu rentres dans le bus, etc. Jusqu'à ce que tu puisses arriver à ta destination. Donc, un workflow, commence toujours par un trigger. Il y a toujours quelque chose qui déclenche l'action au niveau d'un workflow. Ensuite, il y a un processus de transformation et à la fin, l'action finale. On peut prendre par exemple ce workflow assez simple. Par exemple, le trigger, c'est un nouveau mail qui est reçu. On peut avoir un nœud qui va analyser le contenu du mail. Ensuite, faire un classement par priorité et par la suite envoyer une notification sur Slack pour que les personnes du Slack puissent traiter le mail qui a été envoyé en fonction du niveau de priorité. Donc, nous allons voir quelques types de nœuds essentiels. Tout d'abord, les trigger nodes dont nous parlions tout à l'heure. Ce sont vraiment eux le point de départ des workflows. Ils permettent de déclencher l'exécution. Donc, nous avons les nodes de type cron. Ce sont des programmations temporelles. On peut dire par exemple tous les matins à 8 heures. Il y a les webhooks qui attendent l'appel d'API externe. Il y a les field watchers pour vérifier est-ce que qui a été upload. Il y a les email triggers comme celui que nous avons vu tout à l'heure, les form triggers à la soumission d'un formulaire web. Ensuite, nous avons les data flow nodes qui permettent la manipulation des données, qui permettent de transformer, de filtrer et d'organiser les informations. Il y a if switch, logique conditionnelle et routage.
Donc, par exemple, si l'âge de l'utilisateur dépasse les 18 ans, on le dirige vers cette route. Sinon, on le dirige vers une autre route. On a le code JavaScript qui permet de réaliser une logique personnalisée. Il y a par exemple les edit fields qui permettent de renommer, supprimer ou transformer les champs. Donc là, par exemple, on a une entrée first name John, last name Doe. Là, avec le edit field, on peut combiner ça pour avoir full name et la sortie sera juste John Doe. Il y a aussi les merges qui permettent de combiner plusieurs flux entrants, les sets, split in batch. Par exemple, si à l'entrée du workflow, on a, je vais dire, 50 éléments, on peut les splitter en batch et dire, je veux des batchs de 5, 5, 5. Donc, on aura 10 exécutions de batch de 5, 5. Il y a les action nodes. Ils permettent les interactions externes, la communication avec les services externes. Donc, parmi les action nodes, on peut citer les HTTP requests pour des appels d'API personnalisés, Gmail pour l'envoi ou la lecture de mails, Google Sheets, la lecture, l'écriture de tableurs, Slack, Teams, WhatsApp Messenger, les outils de chat. On a les bases de données MySQL, Postgres, MongoDB, Supabase et autres. Il y a aussi les AI nodes, donc, qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, d'ajouter des capacités cognitives. On a par exemple ceux d'OpenAI, GPT-4, Whisper. On a ceux d'Anthropic, Claude pour le raisonnement avancé. On a Hugging Face qui propose ses modèles open source. On a Eleven Labs pour la synthèse vocale. Donc, quelques cas d'usage classiques. Par exemple, la veille automatisée. Donc là, on peut par exemple scraper un réseau social, filtrer par mots-clés et envoyer des notifications sur Slack. On a la gestion de leads. Par exemple, un utilisateur valide un formulaire web, notamment le formulaire contact d'un site web. Ensuite, ça va dans un CRM, il y a l'email de suivi et on peut prendre l'agent, plutôt le workflow peut permettre de programmer un rendez-vous sur un calendrier. On a la sauvegarde intelligente. Par exemple, lors de l'upload d'un fichier sur Google Drive, on peut faire un scan antivirus, réaliser une compression et archiver le fichier et ajouter une notification à la fin. Donc, qu'apporte l'IA l'automatisation? Avant, c'était une logique fixe. Des règles simples, il n'y avait pas de contexte. Exemple, si le mot urgent est présent, on peut dire que la priorité est haute. Si on revient sur la slide précédente, vous voyez au niveau de la veille automatisée. Donc, c'était des filtres par mots-clés. Il fallait à chaque fois venir définir quels sont les mots-clés qui permettent cette information-là m'intéresse ou ne m'intéresse pas. Donc, maintenant, avec l'IA, on a une compréhension contextuelle. L'agent peut, par exemple, lire un mail en entier, comprendre le ton et l'intention derrière ce mail et décider si c'est vraiment urgent. Donc, on a 3 capacités game changer. La compréhension naturelle permet de traiter le langage humain. On a le raisonnement contextuel qui prend en compte l'historique et la nuance, et la génération créative qui permet de produire du contenu pertinent et original. Ok, nous allons maintenant passer à la partie installation et démo. Donc, si on fasse... Ok, donc si dans le navigateur, on va juste taper N8N. On va aller sur le site de N8N. Ok. Donc là, vous voyez Flexible AI Workflow Automation for Technical Teams. Là, on a déjà quelques exemples de workflow
Et là, on te dit que c'est ce que ceux de l'IT peuvent, ce que les security ops peuvent, ce que les DevOps peuvent, ce que ceux des ventes peuvent faire. Et il y a mis une petite vidéo de présentation. Donc, quelles sont les possibilités d'utilisation? Là, par exemple, on a un essai gratuit de 14 jours. La connexion est un peu lente. OK, là, je suis connecté déjà. Donc. Mais là, en appuyant sur ça, vous avez un essai gratuit de 14 jours. Donc, pendant 14 jours, vous pouvez tester N8N et ses fonctionnalités. Si on va sur la partie pricing, dans le cloud, ça, on a $20 par mois si tu prends un abonnement annuel. Donc, dans ces $20-là, ça fait, tu as 2,5 000 exécutions de workflow par mois avec des workflows illimités, des steps et des utilisateurs. Donc, un projet partagé, 5 exécutions concurrentes en simultané, des utilisateurs illimités et support d'un forum. Ce que moi, je trouve particulièrement bien avec N8N, c'est que tu ne payes pas lorsque tu testes ton workflow. C'est-à-dire que tu commences l'intégration, le développement du workflow, tu commences tu testes ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là. Tu ne payes pas pour ça. Tu payes plutôt à partir du moment où tu mets le workflow, on va dire, en production et que tu dis, ah oui, on peut commencer à utiliser ce workflow-là. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à te compter tes exécutions. Donc, à part ça, bon, ça c'était pour la formule starter, on a la formule pro, la formule entreprise, il y a aussi la formule self-hosted. Donc là, on voit que les chiffres commencent déjà à s'envoler. Mais il y a également d'autres options. Si on va sur Hostinger FR, OK. Donc, Hostinger propose, vous allez aller tout en bas, des VPS ou N8N installés directement. Et là, ils sont en promotion jusqu'à moins 61%. Donc, si vous voulez utiliser N8N et prendre un VPS, je pense que c'est le moment. Là, par exemple, dans un KVM2 qui est à 6,99 € par mois pour 7 €, on va dire, de 4 à 10 €, de 8 à 20 €. Donc, vous pouvez, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez le prendre. Il y a aussi d'autres options, mais on y reviendra plus tard. Donc, pour cette démo, je voulais essayer de l'installer en local. Donc, c'est possible en utilisant Docker. Vous tapez N8N install, ça vous redirige directement sur la documentation de N8N. Là, vous voyez Docker Installation Guide. Vous cliquez dessus. Là, ça vous redirige directement sur le GitHub de N8N pour l'installation. Donc là, il y a différentes options. Il y a Docker KDE, Docker Compose et Kubernetes. Si on va dans Docker Compose, il y a différentes options. Subfolder with SSL, with Postgres and Worker. Moi, j'ai pris celui avec Postgres. Donc là, il y a un petit README pour vous expliquer comment faire. Là, il y a un fichier d'environnement. Là, le fichier Docker Compose. Donc, si je lance l'exécution, donc là, c'est la même chose que ce qui est sur le GitHub. Donc, pour l'installer, si on retourne sur le README, on voit c'est juste cette commande-là, docker compose.d. Docker compose.d. On colle ça. Creating, waiting, created. Donc, bon, à noter, avant de faire ça, il faut que vous ayez Docker installé et Docker Compose aussi installé. Donc, sinon, ça ne va pas marcher.
Bon, en tapant Docker Compose, Windows va vous dire, je ne reconnais pas Docker Compose. OK, donc là, c'est installé. Le port, c'est démarré sur le port 5680. Donc, OK, ça c'est une autre installation que j'avais effectuée. Donc, si on va sur le port 5680, pas disponible pour le moment. OK, on va faire ça. Docker Compose, PS. OK. Donc, il est up, mais sur le port 5. OK, sur le port 5680. Intéressant. Sauf si j'ai exécuté le mauvais fichier parce que j'ai installé deux versions locales. Une qui roule sur le port 5678 et l'autre sur le port 5680. Bon. On tourne juste sur le port 5678. Donc là, quand vous allez installer, on va vous demander certaines étapes comme de configurer votre compte. Or, si vous demandez si vous voulez une clé d'activation pour utiliser certaines fonctionnalités. Donc, passé tout ça, vous tombez sur ce dashboard-là. Sur le dashboard, vous avez les dernières exécutions depuis les 7 derniers jours, celles qui ont échoué, le pourcentage d'échecs, le temps gagné et le temps d'exécution global. Là, vous avez les différents workflows. Vous avez vos credentials et là, les détails des exécutions. Si on regarde, il y a aussi une partie très, très intéressante. On va y revenir plus tard, les templates. Là, vous avez les variables utilisées. Là, vous avez bon, là, ça, c'est toujours pour voir les dernières exécutions. Là, vous pouvez filtrer sur ces derniers jours, 24 heures, etc. Là, on a sur la partie help, vous avez Quick Start. Ça vous dirige vers la documentation. Vous avez le forum, vous avez même un cours. Vous pouvez commencer à apprendre N8N. Il y a le niveau beginner et niveau intermediate. Vous pouvez rapporter un bug about N8N. Et il y a aussi cet onglet-là qui permet de voir les dernières mises à jour, dernières fonctionnalités développées. OK. Nous allons passer à la démo. Donc, pour la démo, comme je le disais tout à l'heure, je voulais le faire en local, mais certaines API comme Slack, par exemple, pour avoir l'authentification un peu compliquée quand on est en local. Donc, pour ça, j'ai pris l'essai gratuit de 14 jours. OK, donc, là j'ai importé quelques workflows pour qu'on puisse les tester ensemble. On va commencer par celui-là. Lead AI Approval Email. Donc, bon, si on retourne sur PowerPoint, c'était le deuxième cas d'usage que j'avais expliqué, ce qui permettait de répondre aux mails du formulaire Contact Us. Donc, pour prendre l'exemple un peu plus réel, on fait ce code. Chez ce fichier index.txt. Et là, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un petit site vitrine et pour avoir un formulaire Contact Us.
Et c'est à partir de ce formulaire-là qu'on va le renseigner. Et on va le renseigner. L'envoi du formulaire va déclencher ce webhook qui va déclencher tout le reste du processus. Et à la fin, il y aura l'envoi de mail. Donc, on va décomposer un peu ça. Tout d'abord, il y a le webhook. Le webhook, c'est le trigger. C'est lorsqu'on valide le mail, il se déclenche. Ensuite, on le passe au basic LLM chain. La sortie basic LLM chain est passée au code, à un nœud code qui va nous permettre de formater un peu. Après, on va envoyer send message. Send message, ça c'est pour envoyer un mail à un utilisateur. Bon, un mail, non. C'est plutôt pour envoyer une notification à un utilisateur dans un canal Slack. On a if, si jamais la réponse est positive, sinon, on ne fait rien. Donc, bon, avant d'aller plus loin, on va essayer de voir un peu, d'explorer un peu plus les différents nœuds. Donc, tout à l'heure, dans le PowerPoint, j'avais déjà expliqué, mais on va revoir ça un peu. Donc là, on a les AI nodes, on va les voir en dernier. Nous avons les actions in an app. Donc, si on revient là, on dit, ça nous permet de faire quelque chose dans les services comme Google, Sheet, Telegram ou Notion. Donc là, on a différentes API qui permettent de faire différentes actions. Vous avez Agile CRM, AI Scrapper, Airtable, AWS Lambda. Il y a vraiment plein d'outils. Si on retourne derrière, il y a les Data Transformation Nodes, AI Transform, Modify Data Based on Instruction, Written in Plain English. On a le code, comme je disais tout à l'heure. Si on clique dessus, mode. Donc, là, vous pouvez choisir le mode d'exécution de ce code, de ce nœud code-là, le langage d'exécution JavaScript ou Python en bêta. Là, vous rentrez votre code. Et si vous ne savez pas coder, il y a même une partie Ask AI que vous puissiez demander à expliquer à l'IA ce que vous voulez faire. OK, donc, quand on clique, ça ajoute automatiquement au workflow. Donc, on va supprimer au fur et à mesure. Donc, sur Data Transformation, il y a aussi date and time pour manipuler l'heure, les edit field, filter, limit, remove duplicate. Ensuite, nous avons les nœuds flow pour permettre de réaliser un filtre if pour savoir s'il faut diriger l'utilisateur vers tel node ou tel node. Loop pour looper sur les items en bas, pour diviser en batch. On a le merge, on a compare dataset, execute sub workflow. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un workflow qui va faire quelque chose. Non, plutôt, on peut avoir un workflow très complexe. Maintenant, on veut le scinder. Donc, avec sub workflow, on peut avoir d'abord une première partie, un premier workflow qui va s'exécuter et à un moment donné, on va appeler le sub-workflow pour continuer l'exécution dans un autre workflow. Donc, ça permet un peu de réduire, de réduire la complexité déjà visuelle et ça permet aussi, par exemple, si tu as un bout de workflow qui est réutilisé quelque part d'autre, tu peux l'utiliser. Donc, si on va, les nœuds corps. Les nœuds corps, ils permettent de coder les plus populaires, de faire des requêtes HTTP, le trigger webhook, d'exécuter un sub-workflow, execution data, add execution data for search, FTP, NV10. NV10 permet même de créer des formulaires directement. Et il y a les human in the loop.
Donc, le nœud Slack dont je parlais tout à l'heure, c'est un nœud Human in the Loop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'utilisateur a validé le formulaire, la donnée vient ici. La donnée est ensuite passée à un basic ALM chain qui passe la donnée au code. Ensuite, le résultat sorti du code est envoyé d'abord dans un canal Slack. Et dans ce canal Slack-là, c'est un humain, on va dire, c'est vous, c'est moi. Nous allons voir la réponse et voir est-ce que cette réponse-là, elle est bonne? Est-ce qu'elle est adaptée? Si oui, par exemple, là, on va dire que oui, c'est bon, tu peux envoyer le mail. Sinon, par exemple, on ne fait rien, on va se dire que là, il faut un traitement manuel. Donc, les différentes options, il y a Discord, il y a Mail, il y a Google Chat, Outlook, Teams, Respond to Chat, Send Email, Slack, Telegram et WhatsApp, Business Cloud. Donc, si nous revenons sur les AI Nodes, donc, nous allons voir les pré-build agents plus tard. Donc, d'abord, il y a le AI Agent. AI Agent, si on clique dessus. Donc, source for prompt, on choisit d'où viennent les prompts, d'où vient la requête plutôt. Ça peut être connected chat trigger node d'un chat ou ça peut être défini plus tard. Donc, on a le prompt user message. On peut définir, on peut vouloir un format spécifique. On peut ajouter un modèle pour le fallback. On a d'autres options aussi, comme définir le nombre maximum d'itérations, les steps intermédiaires, batch processing, etc. OK. Donc, si on continue un peu l'exploration, là, par exemple, Anthropic, Interactive Anthropic AI Model. Donc là, par exemple, on a les différents modèles d'Anthropic pour faire de l'analyse de documents, des actions, exécuter des actions sur un fichier, des actions sur une image, des actions de prompt ou des text actions, par exemple, message et modèle. Il y a aussi Gemini qui essaie ce que les différents modèles permettent de faire. Par exemple, l'analyse d'audio, l'analyse de documents, la mise à jour d'un fichier, l'analyse d'images, texte, message et modèle, etc. Il y a OpenAI, aussi ces différents outils. Maintenant, on a Basic LM Chain, a simple chain to prompt a large language model. Donc, le Basic LM Chain, c'est, pour dire simplement, on peut dire que c'est juste l'appel à une API. À une API, par exemple, l'API de Gemini, tu lui passes un prompt et il te sort une réponse. C'est ça le Basic LM Chain. On a Information Extractor, Question and Answer Chain. On a Sentiment Analysis, un outil pour analyser directement les sentiments. Un outil pour réaliser un résumé, pour classifier du texte, pour faire de la transformation grâce à l'IA, ou bien pour faire une évaluation. Là, il y a Other AI Node pour faire les documents loader, memory, output parser. Bon. On va revenir dans notre cas, notre exemple. Donc, le webhook. Bon, je pense que ce serait mieux de d'abord faire un formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque node dans le workflow, il y a la possibilité d'exécuter un nœud à la fois. C'est-à-dire, on va exécuter ce nœud-là, voir ce qu'il y a à l'intérieur, ensuite celui-là, etc. Donc, si on commence avec le webhook, on fait ça, listen for test event. Là, listen for test event, make a post request to. On copie ce lien-là. Et dans notre
dans notre HTML, tout en bas. Ok, c'est là. Ok. On a le lien du webhook à mettre. Donc, il est déjà renseigné. Si on va sur notre formulaire, on va réduire ça un peu. Ok, on va dire par exemple, ok, Fatou Ndiaye, fatou@gmail.com. Qu'est-ce qu'on peut dire comme message? Je veux acheter des ordinateurs. Qu'est-ce- je, je veux acheter des ordinateurs. Ok, on peut juste envoyer ça pour voir. Donc là, vous avez vu, il a arrêté de listen for, il a arrêté d'écouter. Et là, on a l'output. Tout à l'heure, c'était vide. Donc, on a l'host. Le host, c'est... Bon, là, c'est le header. Tout d'abord, il y a différentes formes d'affichage. Il y a la version schéma, il y a la version table, et il y a la version JSON. Donc, si on va sur la version schéma, là, on a le header. C'est tout ce qui est dans le header. Ensuite, on a les paramètres. Là, il n'y a pas de paramètres. La query, il n'y a rien. Il n'y a que, on a que des éléments dans le body où il y a le nom Fatou Ndiaye, l'email fatou@gmail.com et le message, je vais acheter des ordinateurs. OK. Donc, là, un des trucs bien avec N8N, c'est que après avoir après avoir fait quelque chose, fait une action dans un node, on n'a pas besoin de revenir ici pour appuyer sur un autre node. On peut naviguer directement entre les nodes comme ça. Donc là, on retourne sur notre webhook. Une autre fonctionnalité, c'est de pin data. Donc, au lieu chaque fois de réexécuter le webhook, on peut l'exécuter une seule fois. Pin les data, c'est-à-dire épingler la donnée pour qu'on n'ait pas à réexécuter à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Maintenant, si on va sur le basic LLM chain, donc le basic LLM chain reçoit en entrée ce qui est en sortie de notre webhook. Donc là, on retrouve nos données. Là, le source prompt user message, c'est le define below. Donc, on a le prompt user message. Là, on a deux options. Le fixe, c'est-à-dire ce sera juste du texte, et expression, on peut passer des variables à l'intérieur. Si on appuie là, ça nous ouvre une vue beaucoup plus grande pour pouvoir éditer notre prompt. Donc là, tu as un conseil commercial pour un revendeur intégrateur matériel informatique, produit une réponse email professionnelle, personnalisée, exploitable. Ah oui, c'est vrai. Je pense que je n'ai pas trop parlé du petit site vitrine que ChatGPT nous a fait. Donc, c'est juste un site qui vend du matériel informatique. Tout ma question dans un formulaire, je veux payer acheter un ordinateur. Voilà. Donc là, on a le prompt. Bon, c'est juste vraiment du prompt, quoi. Maintenant, il est vrai que si tu écris mal le prompt, ou bien si tu n'es pas assez précis dans le prompt, il peut sortir un mauvais résultat. Donc là, par exemple, dans le prompt, on lui a précisé le schéma respecté. On a dit, passe le sujet en string. Donc, si vous avez bien remarqué, au niveau du webhook, il n'y a pas de sujet. Mais là, on va demander au LLM de comprendre de quoi parle le mail et ainsi de mettre un sujet, un subject, le preview, un petit résumé du mail. Et les body lines, c'est chaque élément qu'il a proposé. Parce qu'il va proposer, on lui a de proposer plusieurs lignes pour pouvoir répondre au mail. Donc, ensuite, on a next question, priority, language.
Règle de langue, répondre dans la langue du message, prospect, si détectable, sinon en français, priorité. Bon, tout ça, comme je disais, c'est juste du prompt. Donc, ensuite, on peut require specific output format. Demander un format spécifique pour la sortie. Donc là, le format spécifique que nous on a pris, c'est celui-ci, subject, preview, bodyline. On a pris le type JSON. Parce que sinon, il va nous sortir un résultat qui ne sera pas vraiment exploitable. Donc, il est toujours mieux de définir le format de sortie. Ensuite, là, on a le Enable Fallback Model, mais avant ça, je vais parler du modèle. Si on retourne là, on va sur AI Node, Basic LM Chain. Donc, quand on crée... Oh, il a connecté, OK. Donc, quand on crée Basic LM Chain, il y a toujours un modèle qui est requis. Vous avez vu, l'output parser, ce n'est pas obligatoire, mais le modèle, il doit toujours être fourni. Ensuite, on a la sortie. Si on prend la liste des modèles, là, par exemple, on a Anthropic, Azure, AWS, Cohere, Gemini, Grok, OpenAI, etc. Donc là, moi, j'ai pris celui de Grok. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a aussi la possibilité de définir un modèle de fallback. Donc, là, comme là, on a type name. On a défini le user, le message type, on a mis texte. Et là, on a dit, attendez, je vais zoomer. Prospect formulaire, non. Voilà, on arrive aux variables. Ce qui est bien avec NWT, c'est que là, vous voyez, si on regarde la sortie que le webhook nous a donnée, on a la liste des variables. On peut juste prendre le name et coller là. Ça nous donne directement l'expression, c'est-à-dire on n'a pas besoin de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez juste que j'ai besoin du nom de la personne, c'est name, vous le prenez, vous glissez. Et c'est bon. Donc là, on a donné un peu plus de détails dans notre prompt, rédiger subject, preview, body, ajouter 03 next question, etc. Donc, si on exécute ce step également, on a la sortie de notre LLM qui est là. On va passer au format JSON, il est un peu plus lisible. Donc, comme output, on a subject, demande d'information pour achat d'ordinateur. Preview, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre recherche. Bodyline, bonjour Madame Diaye. Donc, c'est un formulaire, on avait envoyé ça au nom de Fatoun Diaye, n'est-ce pas? Donc, après, il a aussi proposé merci pour votre demande d'achat d'ordinateur. Pour mieux vous assister, pourriez-vous nous indiquer le nombre d'ordinateurs recherchés, le type d'ordinateur, PC, bureau, portable, votre budget approximatif, cordialement, service après-vente Technova. Donc là, les next questions qu'il a proposé, c'est quantité d'ordinateurs recherchés, donc ce qu'on trouve là, le type d'ordinateur, le budget approximatif. Donc, si on va, ensuite, on a notre nœud code. Si on va dans le nœud code, ça, c'est vraiment juste pour faire le nettoyage. Donc, bon, je ne vais pas expliquer le code JavaScript, sinon, c'est un risque de fuir le meeting. Donc, si on exécute le step, on voit que notre sortie est a été un peu modifiée. Donc, ça c'est ce qu'on avait au début. Mais là, on a ajouté la priorité. Bon, la priorité aussi était là plutôt. On a plutôt ajouté l'attribut body pour dire bonjour, Madame Diaye. C'est-à-dire, on a fait cela pour concaténer le message. Parce que là, on avait les trucs, on avait les différentes lignes séparées. C'était
une liste de chaînes de caractères. Donc, si on passe maintenant au canal, au Slack, le Human in the Loop. Credential to connect with. Donc là, il faut créer un credential. Comme je disais tout à l'heure, c'est surtout à cause du Slack que j'étais venu, que je suis venu tester la version gratuite. Donc, on peut définir la ressource d'abord. C'est un message qu'il va envoyer. Donc, l'opération, il peut supprimer un message, avoir un lien permanent, faire une recherche, envoyer un message, ou bien envoyer, attendre une réponse. Donc, à qui il va envoyer le message? Soit à un utilisateur, soit à un panel. Donc, comme on a connecté notre API de Slack, là, on a la liste. On peut dire, on peut définir comment on va avoir le channel qu'on veut. Donc, ça peut être from list, by ID, name, URL, etc. Donc, là, on a pris ce channel-là, qui existe sur le compte Slack. OK. Donc là, j'ai créé un compte Slack pour le test. Donc là, à l'intérieur, on a un canal Slack. Et c'est dans ce canal-là qu'il va envoyer le mail, qui va envoyer plutôt le message. Donc là, c'est un ancien message qui avait été envoyé. Si on retourne sur notre workflow. OK. Donc là, le message qu'on a passé au modèle, c'est plutôt le message qui sera envoyé au niveau du Slack, c'est un utilisateur a soumis un nouveau formulaire. On va donner le sujet qui avait été défini par notre chaîne LLM, le nom de la personne. Donc là, comme je disais tout à l'heure, si on fait ça, on a les différents nœuds précédents. Donc, on prend le webhook, on fait ça, on prend la valeur name, on met là, et on a Fatunjai. Ou bien, on peut aussi prendre directement au niveau du code. Non, au niveau du code, c'est un peu moins précis. Au niveau du LLM, pareil. Bon. On peut toujours retrouver les noms, mais ils seront un peu moins, ce sera un peu plus dur. C'est un peu moins explicite. Or, là, si on prend un webhook, on sait directement que c'est cet attribut-là qu'on veut. Donc, comme je disais, un utilisateur a soumis un nouveau formulaire. On va donner le sujet, le nom, l'email, le message initial que l'utilisateur a soumis à travers le formulaire, le statut qui a été évalué par le LLM et ensuite la réponse proposée par le modèle. Donc, on ferme ça. Si on fait execute des steps, donc là, on a waiting for input. Execution will continue after the user response. Bon, si on va là maintenant, on va aujourd'hui à 16h08. Un utilisateur a soumis un nouveau formulaire sujet demande d'informations pour achat d'ordinateur, Fatundiaï, avec son mail. Il va acheter d'ordinateur non urgent. La réponse est la suivante. Voilà. Donc là, non, on va d'abord continuer, voir ce qu'il y a à la suite. Donc, waiting for output. OK, non, plutôt, je vais continuer là. Donc, là, on peut définir un response type. Par exemple, approval, free text, custom form. C'est le approval qui a permis d'avoir les deux boutons qu'on a au niveau du Slack. Donc, text of approval, approve and disapprove. Donc, approuver, désapprouver. Donc, approve button label, on a validé. Approve button style, on peut appliquer un style. Disapprove button label, refuser. Donc, à la fin, on aura soit validé, soit non validé. Si on va au niveau du if, le if qui est le nœud suivant, donc là, on a la réponse qu'on a de notre Slack. Ensuite, on va vérifier. Je pense que c'est mieux que je valide, mais
Non, je vais refuser parce qu'il ne faut pas qu'on envoie un mail à une certaine Fatou. Elle va pas comprendre d'où est-ce que ça vient. OK, donc là, on a cliqué sur refuser. Refuser, quand on a cliqué sur refuser, au niveau du Slack, on a ce retour-là, approved égale à false. Donc, quand on vient dans notre if, c'est cette donnée-là qu'on a. Donc, maintenant, on peut vérifier est-ce que cette donnée-là est equal to true. Si c'est equal to true, je sors un peu, on envoie le mail. Sinon, on ne fait rien. Donc là, c'est égal à false, donc ça ne va rien faire. Si on fait execute this step, no data output, no output data in this branch. Donc, voilà. Mais on va tester vite fait avec une vraie adresse mail. Là, je vais une pin data. OK. Je vais lancer un fond.